Imagine ta tête le jour du brevet, quand tu vas lire le sujet de géo et que ça parlera des espaces de faible densité. Pas de problème si tu révises bien et en particulier si tu as regardé cette vidéo. Tout d'abord, comme dans un développement construit, on va définir la notion et poser une problématique. Un espace de faible densité, qu'est-ce que c'est? La densité, c'est la mesure du nombre d'individus ou d'habitants occupant une surface donnée. On peut voir sur ces deux photos la différence entre une densité forte et une densité faible. En France, la densité moyenne est de 118 habitants au kilomètre carré. On estime qu'un espace est de faible densité quand cette densité est inférieure à 30 habitants au kilomètre carré. Évidemment, tu peux facilement imaginer que vivre dans un tel espace, c'est la loose totale, isolement et surtout pas de connexion. Pour la problématique, la leçon nous invite à nous poser la question suivante. Quels sont les atouts et les contraintes des espaces de faible densité en France? Déjà, il faut savoir les situer, ces espaces de faible densité. On les trouve essentiellement dans les zones montagneuses et rurales. C'est le moment de placer dans cette vidéo une petite révision de maths. Si tu as bien écouté en cours, tu dois pouvoir trouver la bonne réponse. Les espaces de faible densité sont éloignés des grandes aires urbaines. Ils se situent surtout dans une zone allant du nord-est au sud-ouest. Cette zone est appelée médiatrice du vide, bisectrice du vide, diagonale du vide, médiane du vide. J'espère que tu as répondu diagonale du vide. On estime que les espaces de faible densité couvrent 4 dixièmes du territoire, mais on y trouve seulement 6 à 7% de la population. C'est le moment de lister quelques contraintes qui frappent ces espaces. Quand tu habites dans un espace de faible densité, il y a de grandes chances que tu sois éloigné des services courants, qu'il n'y ait pas de médecin généraliste à proximité, que tes enfants soient loin d'une école élémentaire, que tu aies besoin de ta voiture tous les jours pour aller au travail, et surtout le pire, que ta connexion Internet soit très, très, très lente. Pour résumer, tu dois retenir que les populations des espaces de faible densité souffrent d'isolement, de manque de services de proximité, que ce soit dans les domaines de la santé ou de l'éducation, d'enclavement, c'est-à-dire qu'ils sont mal connectés aux grands réseaux de transport, notamment les lignes à grande vitesse et les réseaux d'information. On parle dans ce cas de fracture numérique ou de zone blanche. Il y a également peu d'emplois dans ces espaces. Leur population est donc vieillissante car les jeunes partent vers les aires urbaines. On parle donc de déprise démographique et même parfois de désertification. C'est donc un tableau très négatif qui vient d'être brossé, mais les espaces de faible densité ont aussi de nombreux atouts. On peut les classer en 3 catégories en fonction des activités qu'ils vont privilégier. Ces territoires attirent de nouveaux habitants pour une fonction résidentielle. On appelle donc ces habitants des néo-ruraux. Ils sont le plus souvent des retraités, des résidents secondaires, des jeunes familles aux revenus modestes ou des entrepreneurs agricoles. Parfois même des étrangers, pense à l'exemple des Anglais en Dordogne. Ils recherchent une meilleure qualité de vie, un climat plus ensoleillé, la proximité des littoraux ou de la nature. L'essor du télétravail suite à l'épidémie de Covid pourrait également accélérer ce mouvement. L'arrivée des néo-ruraux déclenche souvent des conflits d'usage, en particulier avec les exploitants agricoles. L'activité agricole est justement le deuxième atout de ces espaces. On peut y pratiquer l'agriculture intensive ou productiviste, très moderne et tournée vers les exportations et la mondialisation. Rappelle-toi les exemples de la céréaliculture en Champagne ou en Beauce, de la viticulture en Champagne ou de l'élevage en Bretagne. Ici, on parle d'un secteur économique très performant, en lien avec l'industrie agroalimentaire et les grandes FTN. Dans les zones de moyenne montagne, on pratique plutôt une agriculture traditionnelle et extensive. Elle est en déclin, peu performante et beaucoup d'exploitations disparaissent. Une exception, quand elle fabrique un produit très spécialisé qui bénéficie d'un label, par exemple le Roquefort, le Champagne ou le vin de Bordeaux. Un label, c'est comme une marque, le produit est protégé et connu dans de nombreux pays. On parle d'AOC ou d'AOP. Pour ces espaces souvent en difficulté, l'État distribue des aides, ce sont les zones de revitalisation rurale. Le tourisme est le troisième atout des espaces de faible densité. Ils attirent des touristes en recherche de nature, d'activités sportives, de loisirs, de patrimoine historique. Là encore, des labels valorisent ces territoires, tels que celui des plus beaux villages de France, ou surtout un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Carcassonne, la grotte de Lascaux, le Mont Saint-Michel, la gastronomie française. Par ailleurs, des espaces protégés cherchent à concilier l'impératif écologique et l'activité économique touristique. Ce sont les parcs nationaux et parcs naturels, tels que le parc de la Vanoise ou des Pyrénées. Dans ces territoires, des conflits d'usage opposent les défenseurs de l'environnement aux acteurs économiques.
Quel impératif faut-il alors privilégier? Agrandir les domaines skiables, grand atout touristique en montagne ou préserver la biodiversité? Allez, pour finir, 3 points essentiels sur les espaces de faible densité. Ils sont situés le long de la diagonale du vide, ils souffrent d'isolement et de déprise démographique, ils ont pour atouts principaux l'agriculture et le tourisme. Et maintenant, à toi de jouer.